Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, l'objectif de cette rubrique découverte, c'est avant tout de vous présenter des films que je trouve trop méconnus. Pourtant, j'ai vu certains commentaires qui se plaignaient que les films qu'on voyait ici étaient un peu trop mainstream, comme on dit. C'est faux, personne n'a dit ça, mais ça fait une bonne intro. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film que vous n'avez pas vu. Un film que moi non plus je n'ai pas vu. Un film que même son réalisateur n'a pas vu, puisque c'est un film qui n'existe pas. Mais attendez, ne partez pas, ne partez pas. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un projet énorme d'une fresque historique dantesque, un véritable chef-d'œuvre réalisé par l'un des plus grands cinéastes qui soit, mais qui n'a jamais vu le jour. Mais également de revenir sur la carrière d'un homme qui est peut-être l'un de mes 5 réalisateurs préférés dans toute l'histoire du cinéma. Et ouais, je parle de Sergio Leone. Sergio Leone, comme tant d'autres aspirants réalisateurs italiens des années 50, commence sa carrière comme assistant sur des projets de péplum. En effet, les splendides studios de Cinecittà, érigés par ce bon vieux Mussolini, conviennent parfaitement à ses productions, et la main-d'œuvre locale est peu chère et assez corvéable. Paraît-il que pendant le tournage de Barabbas, les équipes italiennes avaient reçu ordre de leur syndicat de faire grève, et le réalisateur Richard Fleischer leur avait demandé s'il était possible de faire grève pendant les pauses déjeuner et de reprendre le boulot ensuite. Et les mecs ont dit oui. Donc le péplum en Italie ça marche bien, et Leone réalise des petites séquences pour des films comme l'excellent Ben-Hur ou le nettement moins excellent Sodome et Gomorrhe. En 1959, il est invité à reprendre en catastrophe le tournage du film Les Derniers Jours de Pompéi, sur lequel il officiait comme scénariste et assistant réalisateur après que le vrai réalisateur, Mario Bonnard, soit brusquement tombé malade. Aujourd'hui, ce film est souvent vendu comme le premier film de Sergio Leone avec son nom en gros. Alors que s'il en a effectivement réalisé une bonne partie, il n'en est pas vraiment l'auteur, puisqu'il a dû reprendre en cours de route un tournage déjà entamé avec des acteurs qu'il n'avait pas choisis. Ce qu'il a fait sur ce film, c'est plutôt un travail de technicien qu'un travail d'artiste, puisqu'il a dû faire au jour le jour et sans vraiment pouvoir planifier son projet. Le résultat est loin d'être mauvais, mais c'est pas très intéressant au final. C'est un péplum assez lambda, bien mis en scène, avec de jolis décors, mais un scénario qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 100 fois, avec les chrétiens persécutés, une histoire d'amour entre une chrétienne et un romain pas très intéressante, le Vésuve qui explose à la fin, enfin voilà, la routine, à réserver plutôt aux amateurs du genre. Toutefois, le producteur du film, Paolo Moffa, apprécie le résultat et confie à Leone son propre projet, le Colosse de Rhodes. Un autre péplum, au grand désespoir de Leone qui disait ne pas aimer le genre, alors même qu'il travaillait dedans depuis une dizaine d'années. Bref, le film est encore plus beau que le précédent et tente même pas mal de choses, notamment une violence assez violente et un personnage principal beaucoup plus développé que dans la moyenne des péplums italiens. Exit l'armoire à glace inexpressive, ici on a un protagoniste un peu couillon qui se retrouve embarqué dans une histoire de complot qui le dépasse totalement. On a également des scènes assez impressionnantes comme cet affrontement sur les bras de la statue qui ressemble beaucoup trop au final du deuxième OSS 117 pour que ce soit juste une coïncidence ou son effondrement final. Non, ce film n'a en soi qu'un seul vrai problème, il est un peu chiant. On sent que c'est pas ce que Leone voulait faire. Le film il est beau mais il manque de passion quoi. Après ça, Leone a une idée. Faire un western. Le souci c'est que Leone est italien et ne parle absolument pas anglais. Alors lui il se dit bon c'est pas grave. Après tout le désert d'Almeria en Espagne pourrait tout à fait faire un Far West crédible. Mais c'est pas l'avis des producteurs. Pour eux le western c'est le genre américain par essence. C'est l'histoire américaine. Donc Leone essaye de démarcher les producteurs, mais c'est difficile. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il aurait contacté Marius Leusser, le patron de la société Eurociné, pour voyeuse des plus gros nanars de l'histoire du cinéma français, et il l'aurait envoyé paître, ne croyant pas à la viabilité du projet. Finalement, le film est repris par un producteur italien et est validé pour un budget ridicule de 200 000 $ environ. Au départ, Leone aimerait bien embaucher Henry Fonda dans le rôle principal, mais il est juste beaucoup trop cher. Il se tourne alors vers Richard Harrison, un acteur américain expatrié en Italie, alors connu pour ses nombreux péplums, et qui se fourvoiera plus tard dans des nanars ninja hongkongais, mais celui-ci refuse à son tour. Très mauvais choix. Mais il conseille à Leone d'approcher un certain Clint Eastwood. Clint qui? Ah, c'est vrai. Vous savez même pas encore qui c'est. Un acteur débutant, uniquement connu pour son rôle dans la série télé Rawhide, dans laquelle il jouait un cow-boy héroïque et courageux. Mais Leone n'y veut pas de ça. Leone il veut quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne soit pas une bête histoire manichéenne de gentils cow-boys contre méchants indiens ou bandits. Pour ça, il reprend très largement la structure du garde du corps de Akira Kurosawa, l'histoire d'un guerrier solitaire arrivant dans une ville prise en tenaille entre deux bandes de criminels ennemis. Celui-ci va se mettre simultanément au service des deux pour les détruire.
Pas pour faire triompher la justice ou quoi, non, pour son profit personnel, et rien d'autre. Ça, c'était très nouveau pour l'époque. D'ailleurs, les Américains ont trouvé ça si incongru qu'ils ont carrément fait tourner une nouvelle scène d'introduction pour la première diffusion télé, dans laquelle un gardien de prison confie la tâche de nettoyer la ville à Eastwood. Putain les gars, mais c'est tellement grillé que vous aviez pas Eastwood sous la main, quoi. Mais bref, le film sort en 1964 et triomphe au box-office italien. Leone sort également son film en américanisant le générique de fin, ce qui deviendra une constante dans les films italiens à petit budget. Pourtant, la critique internationale n'est pas tendre, les Américains acceptant très mal qu'un petit réalisateur rital s'approprie un genre qui était jusque-là américain par essence. Ainsi, les cahiers du cinéma parlent d'un film supérieur aux autres westerns européens, mais toujours sans aucun intérêt, positif d'une véritable nullité, et Télérama d'un film immoral qui prendrait plaisir à montrer la mort. D'ailleurs, je vous avoue que ce n'est pas un film que j'apprécie particulièrement. Je reconnais sans problème ses qualités et son côté précurseur, mais il a été tellement repris par la suite que je le trouve très convenu. Dans le genre, je préfère largement le Django de Corbucci qui raconte beaucoup la même chose, mais avec une ambiance glauque et poisseuse assez unique et des personnages plus attachants. Mais c'est que mon avis. Par la suite, Leone s'associe à son nouveau producteur Alberto Grimaldi pour produire une suite. Et pour quelques dollars de plus, avec un budget 3 fois supérieur et un nouvel arrivant au casting. Si Eastwood reprend son rôle d'homme sans nom et Gian Maria Volonte interprète à nouveau le méchant du film, Lee Van Cleef fait son arrivée dans le rôle du colonel Mortimer, un vieux chasseur de primes s'associant à Eastwood pour traquer un bandit sadique ayant violé sa sœur des années auparavant. Pour l'anecdote, la carrière de Van Cleef était alors au point mort et il n'a été payé que 17 000 $ pour son rôle. Leone voulait Charles Bronson à la base, mais il s'est finalement rabattu sur Van Cleef en raison de son physique particulier et de ses rôles de porte-flingue menaçants dans plusieurs westerns classiques. On remarque dans ce film un élément qui deviendra prédominant dans le cinéma de Leone, c'est le pessimisme et le sens de la tragédie, en particulier via l'utilisation de flashbacks qui reviendront plus tard. Mais c'est en 1966 que sort ce qui est pour moi le premier vrai chef-d'œuvre de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Ce film, je pense que vous le connaissez tous, il paraît que c'est le film préféré de Quentin Tarantino, mais je vais vous le résumer quand même. Pendant la guerre de sécession, 3 hommes s'allient et s'affrontent à tour de rôle pour retrouver un trésor de guerre caché dans un cimetière. Clint Eastwood revient dans le rôle du bon, Lee Van Cleef interprète un nouveau rôle, radicalement différent, celui de Santanza, la brute, un tueur à gages sadique et impitoyable, mais surtout Eli Wallach fait son arrivée dans le rôle du truand, Tuco, un voleur de poules minable mais finalement extrêmement attachant. Le film ne se contente pas d'être un fabuleux divertissement magnifiquement réalisé, puisque Leone accroît encore son fond pessimiste. En témoigne cette scène assez touchante de retrouvailles entre Tuco et son frère. Toi, tu as décidé d'être un moine parce que tu étais trop lâche pour faire ce que moi je fais. Mais surtout, on note l'arrivée de l'histoire avec un grand H dans l'univers de Leone, avec les atrocités de la guerre. Leone a d'ailleurs fait un très gros travail de recherche sur ce film, notamment sur les exactions commises par les troupes nordistes, un thème qu'on ne retrouvait jamais dans les westerns américains, sauf ceux qui étaient pro-esclavage, mais c'était pire. Et pour l'anecdote, Leone se serait rendu à la bibliothèque du Congrès américain pour demander de la documentation sur les batailles livrées au Texas pour le contrôle des mines d'or. Et ces faits étaient tellement passés sous silence en Amérique que le bibliothécaire lui-même ne connaissait pas leur existence avant que Leone ne lui en parle. Le film renvoie dos à dos les deux camps en ignorant les motifs du conflit, Leone se focalisant sur les conséquences. Les massacres, les mauvais traitements des prisonniers, la déconnexion des décideurs vis-à-vis de leurs troupes. C'est ridicule, petit pont. Une chiure de mouche sur les cartes de l'état-major. Et ils ont décidé en haut lieu qu'il fallait prendre cette chiure de mouche. Ce qui fait de ce film l'un des films les plus fondamentalement anti-guerre que j'ai vu. François Truffaut disait « Certains films se prétendent anti-guerre, mais je n'en ai jamais vu. Chaque film sur la guerre finit par être pro-guerre. » Par exemple, Francis Ford Coppola rejetait vivement la guerre du Vietnam. Mais si je vous montre cette scène de Apocalypse Now, même si c'est que l'espace d'une scène, avouez que la guerre, ça paraît amusant. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, il n'y a jamais de scène de ce genre. L'essentiel de ce qu'on voit de la guerre se limite à des champs de cadavres, les affrontements ne ressemblent qu'à des boucheries, on ne voit à aucun moment une quelconque forme de camaraderie entre soldats, et la seule consolation du soldat, c'est l'alcool. L'armée qui aura le plus de bouteilles pour ses soldats avant de les envoyer se faire massacrer aura gagné. Et oui, avec ceux qui sont sur l'autre rive du fleuve, on n'a qu'une chose en commun. On pue tous l'alcool.
Et pour le coup, le film est enfin un succès critique, en plus de public, et les deux précédents seront réhabilités avec le temps. Un gilet pare-balles. Quel putain de bon film. Quel putain de bon film. Ce mec est un génie. Avec ces 3 films, Leone est parvenu à créer un tout nouveau genre cinématographique, le western spaghetti, en imposant son style qui s'opposait à celui de John Ford, alors prédominant dans les westerns américains. Ford, en raison de ses origines européennes, en irlandais, a toujours vu le problème d'un point de vue chrétien. Ses personnages et protagonistes attendent toujours avec impatience un avenir rose et fructueux, alors que je vois l'histoire du Far West comme le règne de la violence par la violence. Le western italien se voulait donc beaucoup plus cru et violent. Par exemple, il se permet de montrer un tireur et une victime dans le même plan, chose que la censure américaine interdisait. Il s'autorise, comme on l'a vu, des personnages beaucoup plus moralement ambigus. Je te tuerai. Quelle ingratitude quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie. Il se focalise beaucoup sur des gros plans sur les visages et insiste sur des détails jusque-là négligés. La saleté, la poussière, la sueur. Enfin, la musique, souvent composée par Ennio Morricone, se fait plus flamboyante. Mais surtout, Leone a insufflé des thématiques matures dans ses westerns, alors que la plupart des westerns spaghetti sortis par la suite n'étaient souvent que des divertissements. Il n'a pas été le seul à le faire, attention. D'autres réalisateurs ont su créer des westerns spaghetti profonds et intelligents, et c'est d'ailleurs une grosse erreur de considérer Leone comme le seul artiste du genre. Mais c'est lui qui reste son fondateur et son artisan le plus reconnu. Après ça, Leone veut passer à autre chose. Il a lu le roman The Hood, l'autobiographie d'un gangster ayant exercé pendant la Prohibition, et veut l'adapter. Mais les producteurs américains lui offrent un pont d'or pour faire un nouveau western, et surtout, il est enfin possible de tourner avec Henry Fonda. Leone commence donc à développer un nouveau projet de western, en compagnie de ses 2 scénaristes Bernardo Bertolucci et Dario Argento, qui deviendront des cinéastes à succès des années plus tard. Il élabore un genre de synthèse du western qui constituerait son adieu au genre. Et c'est d'ailleurs Argento qui aurait proposé l'idée de mettre une femme en protagoniste. Oui, parce que les femmes chez Leone, c'est pas trop ça. Alors, lui voyait le western comme un genre masculin par essence. Bon, admettons, mais les femmes chez Leone, elles s'en prennent plein la poire et elles se font violer assez régulièrement. Et même sans ça, il y a quand même des trucs... Tu te rends pas compte. Est-ce qu'un homme peut avoir de plaisir à regarder une fille comme toi? Rien que la regarder. Et si l'un d'eux s'avise de te pincer les fesses, fais comme si c'était pas tellement grave. Il sera heureux. Mais bref. Ce film, Il était une fois dans l'Ouest, sorti en 1968, dépeint une lutte entre plusieurs personnages dans le vieil Ouest. Un magnat des chemins de fer fait assassiner par son homme de main cruel une famille de fermiers qui occupe une terre où doit passer le rail. La nouvelle femme du fermier arrive en ville juste à ce moment-là et décide de conserver la terre par respect pour son mari. Elle sera aidée par le Cheyenne, un vieux cow-boy valeureux, et en parallèle, Harmonica, un mystérieux pistolero, arrive dans la région avec une vengeance à accomplir dont le motif ne nous sera dévoilé que dans un flashback à la toute fin du film. Le film est à nouveau visuellement somptueux et offre une galerie de personnages bien écrits et interprétés qui font très bien passer le rythme assez lent du film. En particulier Frank, homme de main brutal et répugnant, incarné par Henry Fonda, qui avait jusque-là consacré toute sa carrière à jouer des personnages humbles et sympathiques. Pour vous donner une idée du choc, c'est un peu comme quand DiCaprio avait joué un horrible esclavagiste dans Django Unchained. Et pour l'anecdote, Leone voulait lier ses films en rappelant Clint Eastwood, Eli Wallach et Lee Van Cleef pour jouer les 3 porte-flingues qui attendent Harmonica à la gare au tout début. Mais Clint Eastwood ne voulait pas d'un petit rôle où il mourrait d'entrée de jeu, ce qui fait que Leone lui en a beaucoup voulu pendant des années. Le film se veut un adieu au genre du western qui me rappelle pas mal L'homme qui tua Liberty Valance, l'un des rares westerns de John Ford que j'aime vraiment. Les deux mettent en avant la mort de la figure du cow-boy qui n'a plus sa place dans un monde civilisé et ordonné. Dans Liberty Valance, un avocat arrive dans une petite ville de l'Ouest. Au départ totalement inadapté à ce monde qu'il juge sauvage, il finit par gagner le respect des habitants en tuant un bandit qui terrorise la région. Grâce à cela, il se fait élire au Congrès. Y a rien de trop beau pour l'homme qui a tué Liberty Valance. Des années plus tard, il confie à des journalistes qu'il n'a pas tué Valance. C'est un cow-boy à l'ancienne qui s'en est chargé et qui l'a laissé endosser la responsabilité de l'exploit, conscient que la ville avait davantage besoin de magistrats que de justiciers. Au final, ce personnage, représentant l'ancien Far West, où l'on règle ses problèmes à coups de revolver, meurt dans l'indifférence générale, les journalistes refusant de répandre la vérité. Nous sommes dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. Dans Il était une fois dans l'Ouest,
Le chemin de fer représente l'arrivée du progrès et du monde industriel dans les paysages vides de l'Ouest. Jill, la femme originaire d'une grande ville de la côte Est, est la seule à pouvoir se faire une place dans ce nouveau monde, tandis que Cheyenne meurt au combat et que Harmonica doit fuir une fois sa vengeance obtenue, puisque le système de loi remplace désormais les règlements de compte. Après ça, Leone continue à plancher sur son adaptation de The Hood et prépare également un film sur la révolution mexicaine, qu'il compte produire mais pas réaliser. Alors, ici, il y a un peu une zone de flou parce que j'ai trouvé certaines sources qui affirment que Leone aurait eu l'idée de faire sa trilogie Il était une fois, consacrée sur 3 périodes importantes de l'histoire américaine au cours de la production d'Il était une fois dans l'Ouest, mais j'ai aussi eu des sources qui affirmaient que non, il en avait eu l'idée à ce moment-là quand il avait dû réaliser ce film-ci lui-même. Oui, parce qu'il comptait au départ déléguer la réalisation à un autre réalisateur, Peter Bogdanovich, puis Sam Peckinpah. Sam Peckinpah. C'est un très joli nom en navarre. Mais les deux ont décliné et les acteurs et producteurs l'ont finalement contraint à réaliser le film lui-même. Ce qui n'est pas un mal parce que c'est celui que je préfère. Le film met en scène la rencontre de 2 personnages totalement opposés. Un bandit de grand chemin pauvre et illettré, Juan Miranda, et un révolutionnaire irlandais instruit et expert en explosifs, John Mallory. Miranda tente dans un premier temps de forcer Mallory à l'aider à cambrioler une banque. C'est pas une banque, c'est la banque. Avant que l'Irlandais ne se fiche de lui en l'entraînant bien malgré lui dans les tourments de la grande révolution mexicaine. Aujourd'hui, tu es devenu un grand héros de la Révolution. Viva Miranda! J'en ai rien à foutre d'être un héros à la con, c'est l'argent qui m'intéresse. Viva Miranda! Ce film est souvent oublié, voire méprisé. Il faut dire qu'il est sorti dans de mauvaises conditions, sauf en France, puisque Leone voulait à la base appeler son film Sera una volta la rivoluzione, mais les producteurs le lui ont interdit parce qu'ils craignaient que ça rappelle trop un film de son ancien scénariste, Bertolucci, Prima della rivoluzione. Du coup, Leone s'est rabattu sur Giù la testa coglione, littéralement baisse la tête couillon. Alors je ne parle pas italien, mais de ce que j'ai compris, Giù la testa ça veut dire baisse la tête dans le sens de planque-toi, mais aussi dans le sens de courbe l'échine. Donc ouais, en fait c'est bien trouvé. Par contre, aux États-Unis, Leone a voulu l'appeler Duck You Sucker, ce qu'il croyait être une traduction littérale du titre italien. Sauf que c'est grammaticalement correct en soi, mais personne dirait ça, personne ne parlerait comme ça. Du coup, le film a été renommé plus tard A Fistful of Dynamite pour créer un lien avec Pour une poignée de dollars, alors que les deux n'ont a priori rien à voir. Avec tous ces problèmes de titre, les gens tendent à oublier que ce film est bien le second volet d'une trilogie. C'est une trilogie, je l'appelle. Une trilogie à moi, naturellement. Et le troisième sera? Le troisième sera Il était une fois en Amérique. C'est le film que je vais commencer l'année prochaine. Et beaucoup le définissent comme un western léger sans grand intérêt, alors que c'est justement le film de Leone le plus chargé politiquement. C'est d'ailleurs grâce à ce film qu'on voit aussi que Leone a certes été le grand fondateur du western italien, mais qu'il a également repris des choses inventées par d'autres. A l'époque, on trouvait un sous-courant du western spaghetti appelé le western Zapata, représenté par des films comme El Chuncho de Damiano Damiani, 3 pour un massacre de Giulio Petroni, ou la trilogie de la Révolution de Sergio Corbucci. C'était souvent des films qui s'inscrivaient pleinement dans les grands mouvements de gauche des années 60 et qui critiquaient l'impérialisme américain sous le prisme de la Révolution mexicaine. Leone voulait lui critiquer ce genre en détruisant le romantisme associé à la Révolution, qui peut selon lui entraîner des horreurs dignes des guerres mondiales, et également en profiter pour mettre en avant l'instabilité politique de l'Italie de l'époque. Les Brigades Rouges publient, ou plutôt font diffuser par la presse, par la radio et la télévision, des communiqués de propagande et l'interrogatoire du prisonnier Aldo Moro. C'est finalement un film très sombre et très désabusé. Et cela passe par le traitement de ses personnages très réussis. 2 individus que tout oppose, le voleur de poules roublard, très proche de Tuco, d'ailleurs Leone voulait Eli Wallach dans le rôle mais les producteurs lui ont imposé Rod Steiger, et l'intellectuel prétentieux joué par James Coburn, qui, comme Vincent Lindon, est quand même beaucoup plus classe avec une moustache. Il faut pour ceux qui savent lire dans les livres comparer ceux qui ne savent pas lire dans les livres. Les pauvres et difficiles font du changement et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent et ils mangent et ils mangent et ils parlent et ils parlent et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! Leur amitié est certes assez convenue, mais très bien rendue et très crédible, Leone se servant à nouveau des flashbacks pour caractériser le personnage de Coburn. Au fur et à mesure qu'il abandonne son côté solitaire pour se rapprocher de Miranda et embrasser à nouveau une cause révolutionnaire, il est rattrapé par le souvenir de son meilleur ami qu'il avait vendu aux autorités anglaises et qu'il avait dû assassiner avant de prendre la fuite.
Et puis il y a cette musique, bordel de Dieu, on peut la mettre sur n'importe quelle image et c'est poignant. Rien que pour ça, le film vaut le coup. Après ça, Leone poursuit son projet d'adaptation de The Hood et ne réalise plus rien. Par contre, il produit des films. Le premier d'entre eux est Mon nom et personne de Tonino Valeri, sorti en 1973. Un film qui se voulait une réponse au film de Terence Hill et Bud Spencer. En 1970, l'énorme succès de On l'appelle Trinita, puis de sa suite On continue à l'appeler Trinita l'année suivante, relance le western italien qui devenait moribond en le rendant beaucoup plus humoristique, voire balourd. Leone détestait ces films et ce film-ci lui permet de montrer ce qu'aurait été selon lui un western italien comique. Il ne l'a pas réalisé, mais l'idée de base est de lui. Dans ce film, un aventurier qui se fait appeler Personne, joué par Hill, représentant la nouvelle génération de western comiques, cherche à pousser Jack Beauregard, un cow-boy vieillissant joué par Henry Fonda, qui représente selon moi le western sérieux de Leone, à accomplir un dernier exploit pour entrer définitivement dans l'histoire. C'est vrai que quand ils chargent, on dirait qu'ils sont 1000. Oh, je vois le tableau. Jack Beauregard d'un côté seul, et en face la horde sauvage. Ah, tu sais, ce sera pas un exploit facile, hein. Par la suite, Personne organise un duel truqué où il simule la mort de Beauregard, qui peut dès lors prendre sa retraite. Ainsi, Personne s'assure que Beauregard disparaisse héroïquement et que personne ne puisse le battre par la suite et ternir sa réputation. D'où le fait qu'il se fasse appeler Personne. Comme ça, sur la tombe de Beauregard, on lit « Qui a été plus rapide que lui ? Personne !» Leone insinue ici, selon moi, que oui, les films à la Trinita ont tué le western spaghetti sérieux, et bon, soit qu'ils volent de leurs propres ailes après tout, mais qu'au final, l'histoire gardera en mémoire ces westerns sérieux à lui. Le film est certes plus léger que les œuvres habituelles de Leone, mais il possède une profondeur certaine, une fin assez touchante, et la réalisation de Valeri, qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'était pas un simple faire-valoir, mais vraiment un bon réalisateur, est très efficace. Par la suite, Leone produit et scénarise un autre film, Un génie, deux associés, une cloche, réalisé par Damiano Damiani, un genre de suite officieuse à Mon nom et personne, d'ailleurs il a été vendu comme ça dans plusieurs pays. Pour le coup, je vais pas tellement m'étendre dessus, parce que je l'aime pas beaucoup. Alors, c'est pas vraiment un mauvais film, hein, Terence Hill n'en fait pas des tonnes, Miu Miu et Robert Charlebois sont plutôt drôles, mais c'est juste une comédie sans message de fond intéressant. Bon, ça parle un peu de la place des Indiens, un sujet que Leone n'avait jamais évoqué, mais c'est tout. C'est un film assez tiède. D'ailleurs, le film a eu beaucoup de soucis de production puisqu'une bonne partie des rushs ont été volés et le film a dû être monté avec des prises qui n'étaient pas forcément les meilleures. Donc voilà, un film pas mauvais, mais juste... bof. Pour un Leone, c'est plutôt décevant, et pour un Damiani aussi d'ailleurs. Mais bon, après des années de labeur, Leone a enfin réussi à lancer le tournage de l'ultime volet de sa trilogie Il était une fois. Il était une fois en Amérique. Il abandonne complètement le genre de western, ce qui fait que je peux enfin enlever ce chapeau trop petit. Donc... puisque le film se déroule entièrement au XXe siècle et met en scène le retour à New York d'un ancien gangster joué par Robert De Niro dans son meilleur rôle, qui va visiter les anciens lieux de sa vie et se remémorer son épopée et celle de ses amis, depuis leur enfance dans le ghetto juif de New York jusqu'aux hautes sphères du crime organisé, sa relation avec son ancien amour d'enfance et l'ambition dévorante de son ami Max qui finira par les conduire à leur perte. Alors ce film, c'est pas mon Leone préféré pour des raisons strictement subjectives, mais je pense que ce film est parfait. Enfin, du moins, si on me demandait de citer un film qui réussit à ce point tout ce qu'il entreprend, ben j'ai du mal à en trouver d'autres. Je sais même pas vraiment par quel bout le prendre. La reconstitution du New York des années 30 est superbe, les acteurs sont tous parfaitement choisis, même s'il faut avouer que Deborah a beaucoup changé en grandissant, putain. La musique met les larmes aux yeux, c'est magnifique, c'est bourré d'idées, vraiment c'est un film, ça valait le coup de l'attendre 15 ans ce film. Leone poursuit son utilisation du flashback en se servant de cette technique pour construire entièrement son récit. Et ça marche super bien, on n'est jamais perdu entre les différentes époques, les scènes s'enchaînent tout à fait naturellement, bref, c'est trop bien. Malheureusement, le film a connu une sortie particulièrement chaotique, puisque à la base, Leone voulait le sortir en 2 parties de 3 heures chacune. Mais les producteurs le lui ont interdit à la suite de l'échec de 1900 de Bertolucci qui était sorti sous cette forme. Du coup, Leone a dû remonter une nouvelle version de 3h45 en supprimant tout ce qui n'était pas strictement indispensable. C'est cette version qu'on appelle la version européenne. Mais pour le marché américain, les producteurs ont trouvé ça toujours trop long et ont eux-mêmes remonté une version de 2h20 qui, non content de supprimer de nombreuses scènes, supprime également les flashbacks et retrace le tout dans un ordre chronologique.
Sauf que Léon disait de son film que ce n'était pas un film sur le gangstérisme, mais un film sur la mémoire et le regret. Donc, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas supprimer la thématique même d'un film. Je n'ai pas vu cette version américaine, elle a disparu dans les limbes, et bon débarras, mais les critiques américains qui avaient eu l'occasion de voir le film à Cannes, où il avait reçu un accueil triomphal, ont conspué cette nouvelle version. Roger Ebert a même dit que la version européenne était le meilleur film de l'année, et la version américaine le pire. Heureusement, en France, on a eu la bonne version, mais même comme ça, on sent parfois les coupes. Genre Noodles apprend que Deborah est devenue actrice, coupe, tac, il entre dans sa loge. On sent qu'on aurait dû voir le spectacle, mais qu'il a dû être coupé par manque de temps. Une version longue, sortie en 2012, rajoute 20 minutes de scène, mais elles sont très abîmées et uniquement en anglais. C'est bête d'ailleurs, le film avait été redoublé en français pour sa sortie DVD moins de 10 ans avant, ils auraient pu rappeler les comédiens pour doubler les rajouts. Bon, certes, ce nouveau doublage est nettement moins bon que l'ancien, mais au moins on aurait eu une VF intégrale. J'en profite pour faire un aparté. À l'exception de Il était une fois en Amérique, qui a été tourné en anglais de base, les films de Léon étaient tournés sans prise de son directe. C'était une technique italienne qui permettait d'une part de faire des économies, mais également d'avoir des acteurs de différentes nationalités qui jouent ensemble. Donc les têtes d'affiche américaines, les seconds rôles italiens et les figurants espagnols. Et du coup, tous étaient ensuite redoublés en post-production. Mais la VO, la version originale, est la version italienne. C'est celle qui était faite en premier, et c'est sur celle-ci que se basaient les doublages étrangers. Donc les films de Léon, soit vous les matez en VF, soit vous cherchez la version italienne, mais vous ne les matez jamais en anglais. Déjà, les doublages anglais, c'est toujours les pires, parce que les Américains, ils savent pas faire de doublage. Mais surtout, c'est comme mater un film français doublé en allemand, ça n'a juste aucun intérêt. Malgré le relatif échec d'Il était une fois en Amérique, Léon a réussi malgré tout à monter un nouveau projet très différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Au début des années 70, il avait lu et prévu d'adapter le livre « Le siège de Leningrad, les 900 jours » du journaliste américain Harrison Salisbury, racontant le siège de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, par les troupes nazies au cours de la campagne de Russie. Un siège qui aura duré presque 3 ans et que le journaliste avait vécu en détail. J'ai lu le livre pour préparer cette vidéo, et alors d'une part il est vraiment très dur à trouver, puisque pour l'avoir j'ai dû demander à une amie étudiante d'emprunter pour moi le seul exemplaire de la bibliothèque universitaire, et en plus, alors c'est pas un roman, c'est un peu un hybride entre un livre historique au sens où on l'entend et un roman, dans le sens où c'est écrit comme un roman tout en exposant des faits réels, et on ne suit pas un seul personnage en fait. Mais c'est pas désagréable à lire, et ça permet bien de se rendre compte quelle ambiance aurait pu avoir le film s'il avait vu le jour. Le siège de Leningrad aura été l'un des événements les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens russes se sont retrouvés du jour au lendemain attaqués par une armée plus puissante et mieux équipée, alors même que leurs dirigeants pensaient cela impossible. Quelle ironie. La ville de Leningrad s'est alors retrouvée sous le feu des obus allemands, mais voyant que les autorités refusaient de leur livrer la ville, les troupes nazies ont décidé d'utiliser une autre arme, la faim. Ils ont établi un siège autour de la ville et ont attendu. La famine n'a pas tardé à arriver, le ravitaillement étant soit impossible, soit très insuffisant en fonction des périodes, et les gens ont donc commencé à échanger leurs meubles contre une bouchée de pain, à y ajouter de la paille ou de la sure pour en augmenter le volume, à manger leurs animaux, leurs chaussures, la colle de leur papier peint. L'auteur du livre rapporte même des rumeurs de cannibalisme dans les bas-fonds de la ville. Léon avait aimé l'ambiance du livre, mais il ne voulait pas faire un film de guerre pur. Un peu à la manière de Titanic, il voulait raconter une histoire d'amour qui prendrait place dans ce contexte historique troublé. Apparemment, Léon avait déjà tout le film en tête, et il l'aurait même décrit en détail à de potentiels investisseurs lors d'une conférence de presse à Moscou. Alors, je n'ai rien à vous montrer, mais fermez les yeux et faites preuve d'imagination. Je commence par un gros plan des mains de Shostakovich. Ils sont sur les touches de son piano. La caméra sera sur un hélicoptère hors de la maison, et le gros plan sera pris à travers la fenêtre ouverte. On y voit les mains chercher les notes de la symphonie de Leningrad, et le compositeur commence. La musique est répétitive. Ça commence avec 3 instruments, puis 5, puis 10, puis 20, puis 100. Et mon ouverture se fera sur cette musique, dans un plan séquence comme on n'en a jamais fait. La caméra quitte le gros plan des mains du compositeur, elle remonte. Nous découvrons sa chambre, elle sort par la fenêtre, c'est la rue, l'aube. 2 civils dans la rue. Tout le monde porte une arme, et ils montent dans un tram. La caméra suit le tram, la musique continue, le tram s'arrête plusieurs fois, les civils sortent, ils portent tous des armes. Enfin, le tram arrive dans une banlieue. Il s'arrête sur une petite place où se trouvent déjà plusieurs autres trams. Et à côté d'eux, il y a des camions qui attendent. Les trams se vident. Tous les passagers étaient des hommes, armés, pas de femmes. Les hommes montent dans les camions, la caméra suit le camion. Toujours la musique, toujours le même plan, pas de coupe. Et nous arrivons aux tranchées du front, censées protéger la ville. La musique est de plus en plus forte. Il y a des tranchées. Enfin, la caméra se dirige vers la steppe, énorme et vide.
La musique monte plus, jusqu'à ce que la caméra ait traversé la steppe pour suivre des milliers de chars allemands prêts à tirer. Et dès les premiers plans, mêlés à la musique, je coupe. Plan suivant, un rideau s'ouvre, c'est le concert de Shostakovich. 5000 personnes dans la salle, 180 instruments jouent, et c'est le générique. Pas mal, hein? Dans les années 80, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir et ses politiques de réforme et d'ouverture avaient convaincu Léon que le projet était viable. D'ailleurs, Il était une fois en Amérique avait été l'un des rares films américains à sortir en URSS à la fin des années 80. Bon, complètement charcuté, mais sorti quand même. Léon avait obtenu l'autorisation de tourner en URSS et même le soutien de l'armée rouge pour le tournage. Il avait déclaré « J'espère qu'après avoir vu ce film, Reagan et Gorbatchev seront un peu plus amicaux ». Le film aurait été tourné en anglais et en russe et aurait été une coproduction entre les deux pays. Et moi, je parie mon chapeau que Léon aurait pu mettre fin à la guerre froide juste pour le faire, son film. Le film aurait dû entrer en production pour un budget de 100 millions de dollars. Et oui, c'est énorme. Ça aurait même été l'un des films les plus chers de son époque. De Niro était partant pour retravailler avec Léon, mais on ne sait pas qui aurait joué le premier rôle féminin. Les rumeurs affirment que Léon voulait l'actrice russe la plus renommée et envisageait de prendre Lyudmila Savelieva, comédienne connue pour son rôle de la comtesse Natacha dans Guerre et Paix. Pas le film américain de King Vidor qui fait 3 heures, non, la version russe de Sergei Bondarchuk qui dure 7 heures. Après, j'ai quand même des doutes sur cette information dans la mesure où en 89, elle avait déjà 45 ans. Alors après, peut-être que Léon envisageait plutôt de la prendre au début quand il a commencé à réfléchir au projet, je ne sais pas trop. Toujours est-il que le projet était enfin sur de bons rails, mais comme la vie est injuste et que ce sont les meilleurs qui partent en premier, Léon, à la santé déjà plutôt chancelante, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans, quelques mois avant le début de la production, et 2 jours avant de signer son contrat. J'ai souvent entendu dire que Jean-Jacques Hano avait par la suite repris le projet pour faire son Stalingrad, mais c'est faux. Effectivement, il avait discuté du projet avec Léon avant sa mort, et le producteur Alexandre Mnouchkine lui a proposé de reprendre le flambeau par la suite, mais il a refusé en voyant qu'il n'y avait pas de scénario écrit. Et Stalingrad n'a rien à voir avec ce projet. C'est pas la même bataille, c'est pas du tout la même trame. Des rumeurs avaient évoqué la possibilité que des cinéastes comme Giuseppe Tornatore ou Paul Verhoeven reprennent le flambeau, mais ça ne s'est pas fait. Par ailleurs, Alex Cox, grand spécialiste du travail de Léon, a tenté de mener à bien le projet, mais les investisseurs ne lui ont pas fait confiance. Bon, pour vous consoler, est-ce qu'il y a d'autres films qui ont abordé le sujet? Bah pas trop. Comme dit le Stalingrad de Jean-Jacques Hano, qui est loin d'être un mauvais film d'ailleurs, se concentre sur un duel de 2 snipers au cours de la bataille de Stalingrad. La vie des civils est à peine abordée et l'histoire d'amour tombe comme un cheveu sur la soupe. Par contre, il y a un autre Stalingrad que je pourrais vous conseiller pour vivre l'ambiance d'un siège. Stalingrad de Josef Wilsmeyer, un film allemand de 1993. Celui-ci nous raconte l'histoire d'un groupe de soldats allemands dispersés au cours de la bataille. On n'y suit pas un sniper d'élite glorifié par le régime, mais une troupe de troufions quelconques qui arrivent bourrés de préjugés et sûrs de gagner et qui s'en prennent plein la poire tout au long du film. C'est dur, froid, et on y retrouve très bien l'ambiance de ce que devait être le front russe. Par contre, pour ce qui est d'une véritable reprise du film de Léon, eh bien je pense qu'il n'y en aura jamais. Le tout a un peu une aura de chef-d'œuvre avorté et je pense que ça découragerait n'importe quel réalisateur qui aurait pu envisager de reprendre sérieusement le flambeau. Alors évidemment, Léon au cours de sa vie a travaillé sur d'autres projets qui ont été abandonnés. Par exemple, on lui avait proposé de faire Le Parrain, il avait envisagé de refaire un film sur la guerre de sécession et il paraît même qu'il voulait travailler sur une adaptation de Voyage au bout de la nuit de Céline et un remake d'Autant en emporte le vent, rien que ça. Mais Les 900 jours de Leningrad, c'est différent, c'est un film qui a failli exister, qui aurait dû exister, toutes les étoiles étaient alignées, mais non. Ce film restera donc une arlésienne, une douce perspective qui ne verra sans doute jamais le jour. Triste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, likant et commentant. Vous pouvez également me suivre sur Twitter si vous voulez, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.